Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce 6e webinaire IF Prof spécial dédié donc au partage d'expériences, de solutions, d'idées, de bonnes pratiques pour faire face à la situation actuelle, au confinement et à toutes les difficultés rencontrées par nos établissements à travers le monde à cause de cette saleté de virus, de coronavirus. Voilà, donc bienvenue à tous. Moi, je suis Martin Lafitte. Vous me connaissez peut-être déjà. Ça fait déjà le 6e webinaire, et oui, qu'on organise depuis chez nous avec l'Institut français de Paris. Moi, je suis en charge de développement des publics à l'Institut français de Paris. Et je vous accompagnerai aujourd'hui pour parler donc de conception et d'animation de cours de FLE jeunes publics à distance. Parce que c'est donc une question vraiment importante qui nous a été remontée par beaucoup d'entre vous. Comment organiser, comment concevoir, comment animer des cours à distance pour ce public très spécifique. On a eu l'occasion d'aborder la question il y a de cela 2 semaines pour les publics adultes. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir d'aborder cette question avec nos collègues Neige Pruvot de l'Alliance française de Cochabamba en Bolivie et Sarah Moreau, professeure à l'Institut français d'Espagne que je vais accueillir dans quelques secondes. Peut-être vous pouvez dire bonjour déjà si vous voulez saluer notre public. Vous êtes avec nous. Hop, voilà. Est-ce qu'on vous voit et bonjour. Oui.
Bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc voilà, il y aura un accent espagnol aujourd'hui dans ce webinaire avec la Bolivie et l'Espagne. Voilà. Avant de vous passer la parole, on va commencer d'ailleurs avec la Bolivie. Je voulais juste faire quelques petits rappels vraiment très brefs pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas encore habitués à ces webinaires, pour vous dire que donc il y a ce chat en haut à droite de votre écran avec lequel donc vous pouvez interagir avec tous nos collègues. Vous êtes extrêmement nombreux aujourd'hui, comme d'habitude. Là, on est presque 700 déjà à être ensemble. Ce chat sera animé par mon collègue de l'Institut français en charge du numérique éducatif, Jérôme Carujo. Je pense que voilà, il vous a déjà salué. Vous avez également le petit onglet questions, comme d'habitude, où je vous invite à poser les questions que vous aimeriez aborder avec nos intervenants. On aura l'occasion du coup de leur faire remonter 2-3 questions à la fin de leurs interventions, et puis en fin de ce webinaire aussi où on pourra avoir une petite conversation un peu plus libre avec vos questions. Et également l'onglet sondage, très important pour nous. Je vous invite dès maintenant à répondre aux questions. Je crois qu'il y en a 6 aujourd'hui qu'on vous pose pour connaître un petit peu qui vous êtes déjà, et puis votre situation, la situation de vos établissements, et puis savoir aussi si vous aimeriez suivre des webinaires consacrés à l'animation et à la conception de classes virtuelles dans le futur. Voilà. Donc moi, je vous retrouverai tout à l'heure à la fin du webinaire pour vous faire aussi donc quelques petites annonces sur les prochains rendez-vous, parce qu'on continue à vous accompagner, à être avec vous dans les prochaines semaines, parce qu'évidemment, bon voilà, on a eu des annonces sur la fin envisagée du confinement en France et puis dans d'autres pays, mais on reste avec vous pour vous accompagner parce qu'on sait que la situation est très très difficile dans beaucoup d'endroits. On aura l'occasion d'en parler aujourd'hui, bien sûr, avec nos intervenants. Et faire quelques petites annonces. Donc, il y aura aussi des petites surprises aujourd'hui, des témoignages du Maroc et de nos collègues de Hong Kong que je vous passerai aussi tout à l'heure. Voilà, donc moi, je vous laisse avec du coup Neige qui va nous parler un petit peu de tout ce qu'ils mettent en place en Bolivie, à Cochabamba, pour leur public enfants et adolescents. Voilà, donc je vous laisse et je laisse la parole à Neige qui va activer son micro tout de suite. Voilà. C'est à toi, Neige. Je te laisse la parole. Oui, d'accord. Donc bonjour à tous. Je suis donc Neige, la directrice de l'Alliance française de Cochabamba en Bolivie. Donc je vais vous faire cette présentation aujourd'hui pour vous montrer plus un témoignage de ce que l'on a mis en place, et on a préparé des petites vidéos avec notre responsable pédagogique, Sandrine, qui vous expliquera concrètement ce qu'elle fait dans ses cours, puisqu'elle est aussi professeure de FLE pour les enfants, pour les adolescents, mais aussi de FLE précoce. Voilà, donc un petit rappel du contexte. Donc l'Alliance française de Cochabamba, c'est en fait une alliance de taille moyenne, hein. On a à peu près 200 enfants et adolescents de 3 à 16 ans. Ça veut dire à peu près pour nous un tiers des effectifs en élèves différents donc, de l'alliance. C'est un marché extrêmement important pour nous, puisque c'est un marché que nous développons depuis presque 4 ans maintenant. Et la particularité à Cochabamba, c'est que nous avons autant 50% de nos élèves qui sont intramuros, c'est-à-dire dans l'Alliance française, et 50% de nos élèves à qui nous donnons des cours normalement directement dans les écoles, collèges, lycées. Voilà, nous avons donc effectivement des contrats avec 4 établissements. À l'Alliance française de Cochabamba, nous avons 11 professeurs que je remercie d'ailleurs parce qu'ils se sont vraiment investis, ils ont été très volontaires, et on arrive à faire un très très bon travail avec eux.
Donc, le confinement, quelques dates. Il faut savoir qu'en Bolivie, le confinement a été très rapide et très, très strict. Le coronavirus est arrivé tout début mars et dès le 13 mars, on avait des mesures. On a dû fermer les établissements scolaires et aussi les écoles de langue. Donc, nous, on était obligés de fermer. On a eu à peu près 3 jours pour passer toutes nos classes, adultes, enfants, ados, en classe virtuelle et pour former nos professeurs. Donc, on a dû être réactifs. On a fait tout ça dans l'urgence. On a eu un petit peu de répit parce que la première semaine, on pouvait travailler de 8h à 13h de façon administrative. Donc, on a pu régler des petits soucis qu'on avait des ordinateurs, parce qu'on avait passé par exemple nos ordinateurs à nos profs, des profs qui le souhaitaient pouvaient venir se former sur différents outils qu'on utilisait. Et puis, depuis le 22 mars, on est en confinement total, ce qui signifie pour la Bolivie qu'on n'a pas le droit de se déplacer, il n'y a pas de voiture. On peut sortir une fois par semaine dans notre quartier pour faire des courses, selon des numéros qui nous sont attribués. Donc, on n'a vraiment aucune possibilité de se voir, de se rencontrer. On fait vraiment tout à distance. Le format que nous avons choisi, c'est un format assez classique, on va dire, depuis le début des webinaires, de ce que j'ai pu entendre. Pour les enfants ados, c'est Zoom pour toute la durée d'un cours, donc c'est-à-dire 90 minutes pour les adolescents et 60 minutes pour les enfants, aux horaires habituels. On a voulu maintenir les horaires parce qu'on sait que toutes les écoles sont passées en classe virtuelle ou en tout cas des devoirs à donner. Et donc, on s'est mis d'accord aussi avec les établissements pour ne pas perturber aussi l'organisation des établissements scolaires. On utilise comme dépôt de ressources la plateforme Edmodo pour pouvoir travailler notamment l'écrit et déposer les ressources que les profs utilisent. Et j'y reviendrai, je vous présenterai d'ailleurs cette plateforme. Et pour les cours de FLE précoce, on a décidé donc de créer une chaîne YouTube avec des capsules vidéo qui sont déposées sur cette chaîne et elles sont à usage privé. Donc ce sont des capsules qui sont déposées en différé, on verra pourquoi un peu plus tard dans la présentation. Voilà. Alors, je vais vous présenter un petit peu la logistique qui est très très importante avant de passer au cours, concrètement au cours, à la préparation des cours et à l'animation des cours. Pour nous, ce qui a été fondamental dès le départ, c'était de pouvoir accompagner les professeurs, les apprenants, les parents au niveau technique. Ça, c'est quelque chose qui nous a pris beaucoup de temps, surtout, on va dire, les 2 premières semaines. Il y a des problèmes de micro, des problèmes de son, des problèmes aussi de connexion. Il faut savoir qu'en Bolivie, on a généralement tout le monde a Internet chez soi, mais bon, le débit est moyen, donc et puis ça dépend aussi des journées. Donc on a été, on est aussi là au niveau technique. Par exemple, pour la plateforme Edmodo, on a besoin de code classe. Des fois, les étudiants ou les adolescents savent plus, donc on leur redonne les codes classe. Et là, j'insiste, pour nous, c'est de l'ordre de l'institution, c'est-à-dire c'est moi ou ma responsable pédagogique qui gérons et qui accompagnons les professeurs et les apprenants parce que les professeurs ont déjà suffisamment de temps à passer pour préparer leur cours. Voilà. Donc, ce que on veille aussi à faire de la veille, à partager l'information, les pratiques, et tout est bon pour le faire. Hein. Donc, évidemment, on suit les webinaires de l'Institut français, mais on va aussi énormément partager ce que l'on a sur nos groupes WhatsApp, par mail. Voilà, on échange beaucoup avec les professeurs. Dès qu'on a des bonnes idées qui arrivent, eh ben, on fait passer et eux-mêmes partagent ce qu'ils font dans les classes. Fondamental au niveau pour nous et qui est extrêmement chronophage, c'est de maintenir le lien avec notamment avec les parents, puisque on a créé des groupes WhatsApp pour toutes nos classes et ainsi ça nous permet de voir quand il y a un problème ou si les parents nous communiquent avec nous directement. Alors pour nous c'est un changement notamment pour les établissements scolaires puisque normalement
Avant, c'était l'établissement, le collège, qui traitait directement avec les parents. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes en interaction directe avec les parents quand il y a un souci, mais ça a été très très bien accueilli par les parents parce qu'ils voient qu'il y a un véritable suivi de notre part de leurs enfants. Et je dois dire d'ailleurs que c'est ce qui fait la différence. Aujourd'hui, l'Alliance française de Cochabamba, les gens savent qu'on est là, qu'on peut répondre, et c'est pas toujours le cas dans les établissements dans lesquels les enfants ou les adolescents sont inscrits. Voilà. Et puis, sur la chaîne YouTube, comme je vous l'ai dit, c'est du différé. Donc, pour nous, c'est extrêmement important aussi d'avoir des retours de la part des parents. Vous voyez, on a eu des petites vidéos, dont une que je vous montrerai tout à l'heure. On a eu des dessins, on a eu des petits messages. Mais il faut savoir qu'à un moment donné, au bout d'un certain temps, ça fait déjà un mois qu'on est en classe virtuelle, des fois, l'attention se perd. On voit qu'ils ne se connectent plus. Donc, c'est tout un travail de rappeler les parents un à un pour voir ce qui se passe. Est-ce que c'est trop de travail à l'école ou est-ce qu'ils vont le faire mais ils n'ont pas eu le temps, et en général ça permet de réactiver aussi les connexions. Voilà, ce qui est pour nous aussi très très important au niveau logistique, c'est ce qu'on appelle les piqûres de rappel au début des cours. Donc vous voyez au-dessus de logistique, je vous ai montré un petit tableau Excel qu'on a fait avec les codes des réunions sur Zoom que nous avons pour chacune de nos classes, tout simplement parce que moi ou la responsable pédagogique, nous entrons dans les classes des ados et des enfants au début des cours, 10 minutes à peu près, ou 10 minutes, un quart d'heure après le début du cours, et on regarde le nombre de participants. Dès qu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup de participants, on renvoie un petit message dans les groupes WhatsApp des parents, s'il vous plaît, c'est l'heure, connectez-vous. Et on s'est rendu compte que ça marche, puisque en général, après, on a 90%, voire 95% ou 100% des étudiants qui se connectent dans les groupes. Et pour nous, ce suivi, il est fondamental. Pourquoi? Parce que, en fait, ce travail que nous faisons avec les établissements, c'est un travail où on nous exige de montrer évidemment l'assiduité de nos élèves. Vous voyez, on a sur la droite du PowerPoint, j'ai mis un exemple avec notre logiciel. On peut suivre donc l'assiduité de nos élèves, et c'est vital aujourd'hui pour nous puisque en Bolivie, les cours ils commencent fin février, début mars. Nous étions donc, avec les collèges, on a commencé plutôt début mars, et ils nous payent en 2 fois pour toute l'année. Ils devaient nous payer en mars, et avec le confinement, cela n'a pas été possible. Donc pour nous, c'est aussi stratégique de suivre et d'inciter les élèves qui de temps en temps, oui, ils n'ont pas trop envie ou ils ont eu beaucoup de travail tout au long de la journée, à se connecter et à suivre le cours. Et ça fonctionne puisqu'on a une assiduité très très forte, de 80, 85 voire 90% par semaine. Et en général, ceux qui ne suivent pas, c'est qu'ils ont eu soit un problème de connexion, soit ce jour-là trop de travail à l'école. Voilà, alors, on va donc passer, je vais vous parler d'abord des classes virtuelles pour les enfants et adolescents, et dans un second temps, je vous parlerai de ces capsules vidéo que nous créons pour les petits, donc pour le FLE précoce, les 3-6 ans, parce que c'est vraiment deux formes de travail très très différentes. Voilà. Alors, je vous l'ai dit, nous utilisons Zoom, et les modalités qui sont utilisées par nos professeurs, c'est le partage d'écran. Alors, le partage d'écran avec tout ce qu'ils ont sous la main, c'est des vidéos, des podcasts, des méthodes, enfin voilà. Ils utilisent beaucoup aussi le tableau blanc. On reviendra là-dessus tout à l'heure, on en parlera avec Sandrine dans sa vidéo.
vidéo. Les sous-groupes. Les sous-groupes, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, et notamment quand on a des grands groupes. Ici, à Cochabamba, on a chez nos adolescents des fois des groupes qui sont à 12, 15, et le maximum, c'est 18 personnes. Donc, effectivement, les faire travailler en sous-groupe, c'est une bonne option pour nos professeurs. Et enfin, on utilise les fonds d'écran virtuels. Alors là-dessus, je vais faire un petit bémol. Nos professeurs préfèrent travailler ou utiliser les fonds d'écran virtuels avec les adolescents. Pourquoi? Parce que les enfants, de toute façon, ils se mettent un fond d'écran virtuel et ils le changent à peu près toutes les 5 minutes pendant les cours. Donc c'est pas là-dessus qu'ils vont insister, les professeurs. En revanche, avec les adolescents, des fois, c'est leur manière d'accueillir les adolescents quand ils arrivent. Ça leur permet aussi, de temps en temps, de faire une petite pause ou un petit moment de défoulement. Et ils utilisent aussi ces fonds d'écran virtuels en lien avec une activité où ils leur demandent de mettre un fond d'écran, par exemple, sur un lieu qu'ils aimeraient visiter, des choses comme ça. Donc ça, ils peuvent les utiliser pour des activités concrètes. Alors, pour la plateforme Edmodo, je vais vous la présenter un petit peu plus longuement parce que je crois qu'elle n'a pas été encore présentée. Donc, en Bolivie, le choix de Edmodo, c'est tout simplement parce que c'est une plateforme gratuite. On n'avait pas accès à Classroom, qui m'aurait intéressé dès le départ. Et puis, c'est une plateforme qui est très, très intuitive, très facile. Vous voyez déjà comment elle est présentée. Ça ressemble à un mur Facebook, donc déjà les gens peuvent s'y retrouver, nos professeurs aussi. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ça sert de dépôt de ressources, et pour nous, notamment pour les classes dans les collèges, on a eu ce problème de ne pas avoir distribué, vendu toutes les méthodes en tout début d'année, puisque ça prend toujours un petit peu de temps. Et donc, on a scanné les pages qui nous intéressaient, et je demande aux professeurs systématiquement de déposer à l'avance dans Edmodo la page ou les pages qui vont correspondre à ce qu'ils vont faire lors de leur cours. Ça sert aussi de dépôt de ressources après le cours, puisque vous voyez, on a des PowerPoint qui résument un petit peu, j'en parlerai tout à l'heure, ce qu'ils ont fait dans le cours. Là, je vais m'attarder un petit peu plus. Edmodo permet de travailler la production écrite. Alors ça aussi, c'est très important. C'est vrai que Zoom, on est très à l'aise, il y a beaucoup d'oral, etc. Mais ce qui est important aussi, c'est de laisser une trace dans la production écrite. Et là, vous avez un exemple d'une élève qui a fait un travail à l'écrit. Et ce qui est très, très important pour nous, c'est l'attention que le professeur va porter des élèves qui ont fait le choix de participer, de répondre et d'écrire. Et vous voyez dans les réponses de la professeure, elle a trouvé un système pour faire des corrections, mais aussi elle félicite son élève. Donc ça, c'est quelque chose auquel on prête beaucoup d'attention. Et puis, ce qui est intéressant aussi sur Edmodo, c'est que c'est une plateforme qui permet de donner des devoirs et des évaluations. Donc, vous voyez, on clique, on donne un devoir, et on peut avoir la liste des élèves qui rendent leurs devoirs. Et si vous regardez sur le document qui est à droite de PowerPoint, tout à fait à droite, on peut donc mettre une note si on le souhaite. Voilà. Donc, brièvement, pour vous présenter cette plateforme, ce qui est très important, évidemment, et très chronophage aussi pour les professeurs, c'est de préparer son cours. Et c'est vrai que le numérique, ça demande une attention particulière. Ce que dans la première colonne de mon PowerPoint, ce sont des recommandations qui sont classiques, mais
et qui valent en général pour le présentiel aussi. Sauf que là, avec le numérique, ça devient essentiel. Donc, notamment, soigner l'accueil de tous les apprenants, y compris les retardataires. On accueille avec des brises-glaces, on accueille avec le sourire, mais il faut aussi imaginer que les élèves arrivent en retard, non pas parce qu'ils veulent arriver en retard ou qu'ils n'ont pas envie de faire le cours. Souvent, ils enchaînent les cours du collège et puis ils suivent avec nous. C'est la fin de la journée pour eux. Et donc, des fois, ils ont des professeurs qui rallongent le temps. Donc il faut être tolérant avec ces élèves. Pareil, en ce qui concerne la durée et la variété des activités, il faut prendre en compte la distraction de nos élèves. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un autre environnement et c'est un environnement que l'on ne maîtrise pas. On n'est pas chez eux, on ne sait pas ce qui se passe et c'est souvent la principale difficulté que rencontrent nos professeurs. On ne sait pas ce qui se passe, ils disparaissent tout d'un coup, ils ne répondent plus. Et puis la fatigue des apprenants, il faut bien penser qu'ils passent des heures et des heures devant des écrans, que les collèges leur donnent souvent beaucoup, c'est la tendance, c'est de donner beaucoup de devoirs, énormément de devoirs, de travail à faire à la maison, et donc ils ont moins l'occasion de se défouler. Donc il faut aussi en tenir compte. Alors mes professeurs me disent en durée d'activité pour les enfants 10 minutes c'est déjà bien et 15 minutes environ, 15 ça peut des fois ça dépend des groupes et des âges aussi, ça peut aller jusqu'à 20 minutes mais c'est quand même très très important de varier les activités. Bien sûr, soigner les consignes, notamment à l'oral, puisque on est derrière un écran, on voit une personne, mais on voit plus ses gestes, on peut plus forcément ou pas toujours dessiner, en tout cas des choses au tableau. Et pour cela, il faut aussi prendre le temps de donner et de faire des exemples avec le groupe avant de faire une activité, pour se rendre compte, pour savoir si les élèves ont bien compris. Après, je reviens aussi sur l'utilisation des sous-groupes sur Zoom. Ça nécessite une préparation aussi. Dans quel sens? On s'est rendu compte que avant de mettre les élèves en sous-groupe, il faut préciser certaines choses. Donc la limite de temps, dire aux élèves ce qu'on attend d'eux, leur signifier que le professeur va passer dans les groupes, et ça c'est très important pour les adolescents ou les enfants qui ont tendance à se dissiper dans les sous-groupes, et il faut leur expliquer ce qu'ils doivent rendre bien sûr à la fin quand les sous-groupes vont s'arrêter. Et nous, ce qu'on a décidé de faire à Cochabamba, c'est de demander systématiquement aux professeurs de poster sur la plateforme Edmodo un PowerPoint de synthèse parce que comme ça, on va laisser, et c'est très important pour notamment nos promotions, en quelques mots, ce que l'on demande à nos professeurs, mettre des objectifs, les numéros et les pages des activités qui sont réalisées dans les méthodes, les activités qui ne sont pas dans les méthodes, éventuellement, et ça c'est facultatif, un point de grammaire, lexique ou conjugaison qu'ils veulent expliciter. La correction des exercices de systématisation, et là j'insiste beaucoup dessus, c'est bien de les faire à l'oral, mais c'est encore mieux quand ils ont une trace écrite de ces corrections. Et puis éventuellement le devoir à faire pour la prochaine fois. Je dis éventuellement parce qu'on a négocié de ne donner qu'un devoir et un devoir court par semaine vu le nombre de devoirs qu'ils ont à faire déjà dans les établissements scolaires. Voilà. Alors, donc on va pour animer la classe, avant de passer à ce diaporama, je vais vous présenter donc la vidéo de Sandrine Metz, qui est notre responsable pédagogique et qui est aussi professeure pour le jeune public et que je tiens à remercier tout particulièrement pour ces vidéos. Alors, je vous le mets juste. Voilà. Je vais vous présenter 3 activités que j'utilise dans les groupes d'enfants ou d'adolescents
qui permettent un petit peu de dynamiser nos classes virtuelles. Tout d'abord, la majorité d'entre nous utilisons des supports qui permettent le partage d'écran ou l'utilisation d'un tableau blanc. Pour ma part, je laisse les jeunes utiliser librement toutes les fonctionnalités, que ce soit les flèches, les gribouillis, les messages, ce qui leur permet de se familiariser aussi avec l'outil et par la suite d'entrer dans une relation de confiance. Il est également possible de réaliser de petits jeux qu'on a l'habitude de faire en classe, mais qu'on peut également réaliser de manière virtuelle. Pour ma part, j'avais prévu une petite activité de révision d'auxiliaire du passé composé, et j'ai donc vérifié lors du cours précédent si tous mes étudiants avaient la possibilité de se connecter avec une caméra. Et nous avons donc prévu que le cours suivant, tout le monde allait utiliser sa caméra, ce qui est aussi l'occasion pour les jeunes de se préparer comme pour d'aller à un cours, de se coiffer, de se faire beau, de rencontrer les autres. Durant le cours, je leur ai demandé d'écrire sur 2 papiers, être et avoir, et de mon côté, j'avais préparé des petits verbes à leur présenter. Être ou avoir. Ok, tout le monde avec être. Pourquoi être? Parce qu'il y a les faits. L'activité s'est déroulée de manière très dynamique et a permis une bonne révision de ce thème. Pour les enfants, c'est l'occasion également d'utiliser des jeux en ligne afin de leur permettre de travailler de manière amusante. Du côté de nos collègues canadiens sur le site Alloprof, j'ai trouvé cette petite application qui s'appelle Conjugo et qui permet de sélectionner les verbes que vous avez travaillés dans votre cours pour les intégrer dans le jeu auquel vont participer les enfants. Les voy a mostrar cómo hace. Ok, madame. Vous avez un petit bonhomme, un petit ninja. Il faut, comme Angry Bird un peu, vous faites le saut comme ça. Ah, sí, como los Angry Birds para saltar. Ah, et quand vous arrivez dans un écran, vous devez traverser l'écran et vous avez verbe aller, première personne du singulier. Alors, vous devez mettre la réponse. Le verbe aller à la première personne du singulier, c'est je. Allez. Allez. Je vais. Je vais. Je vais. Comment j'écris je vais? V-A-I-S. E, comme ça? Non. No, es. S. Ok, super. Et vous mettez OK, tadam! Je l'ai montré en session aux enfants qui ont beaucoup apprécié et ils l'ont pu le travailler en autonomie chez eux. L'IF de Madrid propose également le jeu de loi des enfants nomades. Une petite activité dynamique à réaliser en ligne avec vos élèves. Vous pouvez déplacer vos pions et pour avancer, il vous suffit de cliquer sur le vert qui va vous indiquer le nombre de cases. Lorsque vous appuyez sur la question apparaît, ainsi tous les enfants peuvent participer et réviser ainsi les thèmes que vous avez appris en classe. Alors, hop. Je reviens donc sur mon PPT. Voilà. Ah oui, du coup. Donc, je vais revenir sur les points que développe Sandrine dans sa vidéo. J'ai un petit souci avec le... Voilà. Voilà. Alors, je ne vois plus. J'ai un petit souci, mais ça va revenir. Donc, je reviens sur ce que disait Sandrine. Je vais peut-être ajouter quelques points qui me paraissent importants. Donc, ce qui est très, très important, on l'a déjà vu, c'est de varier les supports et notamment, on peut utiliser les différentes modalités qui existent aussi bien sur Zoom que sur Edmodo ou avec le PowerPoint du cours. Ça permet aussi d'éviter aux élèves de s'ennuyer ou de voir une page statique durant tout le cours ou durant une grande partie du cours. Voilà.
Ensuite, ce qui est très important et ce que dit aussi Sandrine dans sa vidéo, c'est l'importance de l'image, l'importance des supports que vous allez utiliser. Il faut savoir que les enfants et les adolescents sont de véritables éponges et ils se débrouillent très très vite, même mieux que nous souvent. Donc, il ne faut pas avoir peur de leur proposer des activités à faire en utilisant leur caméra, en utilisant des outils comme le PowerPoint. Là, vous avez un exemple d'un élève qui a voulu présenter sa ville à travers un PowerPoint et le résultat est très, très bien fait. Et ça les rend d'ailleurs beaucoup plus actifs. On a des professeurs qui créent eux-mêmes leur carte postale et les élèves écrivent dessus. Voilà, on a eu des élèves qui se sont filmés pour répondre à des questions et ça les valorise aussi énormément et ça, c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup dans les classes. En ce qui concerne les caméras éteintes, souvent avec les ados, c'est ce qui se passe, un peu moins avec les enfants. Donc, il y a des techniques et c'est ce que vous a présenté Sandrine avec ce jeu Être ou Avoir. Là encore, un jeu, c'est quoi? Ce sont des règles, mais c'est aussi des personnages qui sont mis en scène et des décors. Et donc, Sandrine, avant de faire ce jeu, le cours d'avant avait demandé à ses élèves, voilà, exceptionnellement, je vais vous demander de vous connecter avec votre caméra, faites-vous beau, préparez-vous, voilà, parce qu'on va faire un jeu très important. Et ça a marché, vous le voyez d'ailleurs dans la vidéo, puisqu'il y en a un qui n'a pas mis sa caméra, mais pour répondre, il va quand même le faire. Donc, même s'ils ne veulent pas toujours le faire, il y a des stratégies, il y a des manières aussi finalement de dire aux élèves, bah oui, c'est possible, même si c'est pas tout le temps dans le cours. Voilà, et puis l'histoire du tableau blanc, c'est intéressant ce qu'elle fait aussi parce que pour moi, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir des moments de défoulement virtuel. Et c'est ce qu'elle fait puisqu'elle leur permet de dessiner ce qu'ils veulent sur le tableau, enfin de s'exprimer. Et je crois qu'il faut qu'on soit très tolérant vis-à-vis de nos jeunes par rapport à ça. Ils ont vraiment besoin de se défouler. Et ce qu'il faut savoir, et ce que je rajoute, donc Zoom permet d'effacer ce qui a été fait par les élèves et permet une sauvegarde après du tableau blanc sans les graffitis, on va dire, des élèves. Voilà. Et enfin, donc évidemment, on va vers la gamification, on va vers des jeux, on essaie d'avoir des activités ludiques. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à aller sur toutes les plateformes. On a les plateformes des éditeurs, on a bien sûr beaucoup de sites qui proposent des activités. Et donc, moi, ce que je trouvais intéressant aussi dans les recherches qu'on fait, c'est de ne pas se borner uniquement à des plateformes ou à des sites qui parlent de FLE. La plateforme AlloProf, dont vous a parlé Sandrine, et vous voyez là, moi j'ai mis une image d'un autre jeu qui s'appelle Pépé l'Archer, qui fonctionne très bien avec les adolescents sur les participes passés, par exemple. C'est une plateforme qui, à la base, n'est pas destinée aux FLE, c'est une plateforme destinée aux établissements scolaires en général. Mais on peut trouver comme ça des petites pépites et donc ça facilite aussi le dynamisme et la participation des élèves pendant le cours. Et ça, c'est aussi pour nous très, très important. Voilà. Alors, maintenant, je vais passer très rapidement aux capsules vidéo pour les 3-6 ans. Donc, comme je vous l'ai dit, on a créé une chaîne YouTube privée et surtout, on fait avec les moyens du bord. Hein. On a une alliance de taille moyenne, on n'a pas beaucoup de ressources, donc on a été pris par l'urgence. Donc, voilà ce qu'on a utilisé comme matériel quand on a décidé de faire ces petites chaînes. Est-ce que vous m'entendez? Parce que moi, je n'ai plus de... Oui, on t'entend très bien. D'accord, ok. Oui, je vais devoir sortir pour mettre la vidéo parce que j'ai un petit souci sur mon écran, mais voilà. Je vais donc finir de présenter. On a travaillé avec un téléphone portable, un trépied et un éditeur de vidéo. Voilà, et puis évidemment avec YouTube.
Et l'équipe de production, on a travaillé avec 2 professeurs. On avait, puisqu'on avait un atelier de 3-6 ans à l'Alliance et un cours dans une école, donc on a demandé aux professeurs d'alterner sur des cours de 30 minutes, enfin des capsules vidéo de 30 minutes. Et puis aussi, on a eu besoin d'un caméraman, un caméraman et producteur. En l'occurrence, c'est le mari de Sandrine, Jérémy, que je salue, que je remercie parce qu'il fait tout ça bénévolement et il est très très volontaire. Il faut savoir que c'est extrêmement chronophage d'éditer, de monter, de tourner, voilà. Et avec ça, on a réussi à faire des petites capsules. Et je vais laisser donc, je vais mettre la vidéo de Sandrine qui va vous parler de la façon dont elle réalise ces capsules vidéo. Voilà, si j'y arrive, je vais peut-être devoir sortir. Tu as besoin d'aide pour la vidéo? Je vais brièvement vous parler des capsules je l'ai mise pour les enfants de 3 à 6 ans. Voilà, ça arrive. Pour nos enfants de 3 à 6 ans qui suivent un cours d'initiation au français dans leur classe maternelle, je réalise des capsules vidéo d'une durée de 30 minutes. Ces capsules sont divisées en mini-séquences de 4 à 8 minutes maximum, ce qui permet un visionnage fractionné et également de réduire un petit peu la densité des contenus. Dans chaque capsule, je me concentre sur maximum 2 ou 3 thèmes. Voici quelques idées, quelques points à retenir lors de la réalisation de ces capsules vidéo pour les plus jeunes. Tout d'abord, mon compagnon Milou. Donc Milou me permet de réaliser dans chaque capsule un petit rituel au moment des salutations et au moment des au revoir. Ça va? Ça va? Bonjour! On se voit la prochaine fois? Nos vemos a la siguiente? Ok. Au revoir les enfants! Au revoir Milou! Au revoir les enfants! Au revoir! Milou me permet également une meilleure interaction avec les enfants. Je m'adresse tantôt aux enfants, tantôt à Milou. Alors, c'est parti! Tchac. Milou, tu veux bien être mon jouet préféré? Oui! Oh, super! Et c'est même parfois Milou qui s'adresse aux enfants. Bonjour, je suis Milou! Comme la répétition est essentielle dans l'apprentissage des tout-petits, au fil des capsules, je reprends un même thème que je travaille sous différentes formes. Par exemple, en ce qui concerne le vocabulaire de la tête, j'ai commencé par travailler le vocabulaire à l'aide de flashcards. Dans les parties du corps, vous connaissez déjà los manos, les mains, la main. J'ai ensuite réinvesti le vocabulaire à travers un dessin. On va faire... Mais oui, bravo, la tête! J'ai utilisé un jouet que j'avais sous la main. Heureusement, j'ai 3 enfants à la maison. J'ai également proposé aux enfants de réaliser une activité avec de la pâte à modeler et de créer leur tête. On a les yeux, le nez, la bouche. Cet échange virtuel avec les parents me permet également d'avoir un retour sur l'activité des enfants. Dans ces capsules vidéo, j'intègre également beaucoup de contes, de comptines, ce qui me permet, une fois encore, de susciter la répétition et de réinvestir le lexique. 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. La préparation, le tournage, le montage de ces capsules vidéo, c'est un investissement, mais c'est aussi l'occasion de bien rigoler. Stop, parce que ça, ce sera une autre partie. 3! Vous avez réussi? On recommence. Oh. Merci beaucoup. Voilà, donc pour revenir à ce que disait Sandrine, est-ce que vous voyez le... Oui, on voit le PowerPoint, tout fonctionne bien, Je ne sais pas on te voit. Ça ne fonctionne pas, je ne peux pas vous montrer. Bon, c'est la dernière diapositive. Donc, ou l'avant-dernière, merci. Donc, voilà, pour une capsule type, pour nous, hein, pour reprendre un petit peu, c'est un rituel de bienvenue, une activité manuelle qui est réplicable facilement à la maison. Ça, on a vu que les enfants refont à la maison ce qu'on fait dans la vidéo.
Un conte, une comptine, une chanson, ça marche énormément. Et puis des exercices qui permettent de répéter des phrases ou des mots. Et des jeux aussi, et puis le rituel d'au revoir. Alors nous, on avait la mascotte Milou, mais ça peut être évidemment d'autres choses. Mais c'est vrai que Milou, c'est devenu vraiment un personnage à part entière, et ça a permis à Sandrine, qui est toute seule face à la caméra, de s'adresser à quelqu'un. Et ça, c'était très important, puisque, comme je vous l'ai dit, nous avons des capsules en différé. Et puis, on a fait aussi le choix de parler, d'utiliser un petit peu l'espagnol, puisqu'on sait que derrière, ce sont des parents qui sont là, qui écoutent avec leurs enfants. Ce sont les enfants n'ont pas forcément, des fois ne vont pas forcément tout comprendre. Donc on a fait nous ce choix-là. Voilà. Et pour terminer, en fait, je voudrais juste vous mettre une petite vidéo de 30 secondes pour vous montrer les résultats qu'on a, puisque les parents nous envoient des petites vidéos de leurs enfants de temps en temps qui essaient de répéter ce qu'ils ont vu dans le cours. Donc je vous montre cette vidéo. Tiens, je la mets. Hop. Je m'appelle Minerva. Les têtes, l'isodèle, les cheveux, la bouche, la nez, les yeux. Au revoir. Voilà, je termine avec ce petit retour très positif. Super. Et je vous remercie pour votre écoute. Bah vraiment, non, merci à toi. Vraiment, c'était vraiment très, très intéressant, super complet. Vraiment, ça va, tu m'entends? Il n'y a pas de problème? Tu m'entends bien ou pas? T'as pas de son? Non? Sinon, tu peux sortir. On a beaucoup de questions. Alors, Neige va nous rejoindre dans une minute. Elle a des petits problèmes de connexion. Mais c'est vrai que bon, alors, vous avez posé vraiment énormément de questions. On va essayer d'en prendre quelques-unes. Mais c'est vrai que ouais, ça soulève beaucoup de choses. Juste pour les questions qui concernent l'accès à tous les documents et aux vidéos que Neige nous a montrées, alors il y a plusieurs choses. D'abord sur IFProf, alors je le répète à longueur de webinaire là, depuis 6 semaines maintenant, mais donc on a la chance sur IFProf d'avoir créé un groupe qui s'appelle Coronavirus et FLE, partageons nos solutions. Et à l'intérieur de ce groupe, après ce webinaire, on va vous balancer tous les liens, les présentations de nos intervenants. On va avoir tout ce qu'il faut. Voilà, ça apparaît d'ailleurs sur votre écran. Et donc là, on vous invite vraiment à créer votre profil sur IFProf et d'aller accéder à tous les documents qui seront partagés. On a par ailleurs également créé une chaîne YouTube à l'Institut français de Paris, une playlist spéciale justement qui regroupe toutes les petites vidéos qui nous viennent du réseau, des professeurs, des responsables de structures et qui nous envoient leurs solutions, leurs témoignages, leurs exemples de bonnes pratiques. Donc, vous pouvez déjà aujourd'hui, là, tout de suite, accéder à toutes ces ressources sur notre chaîne YouTube. Alors, je crois que vraiment Neige a vraiment des gros soucis pour se reconnecter. Elle n'arrive pas à avoir le son, j'ai l'impression. Donc, on va essayer de voir si elle arrive à se reconnecter. Sinon, on va l'inviter à vous répondre directement donc, à toutes ces questions sur vraiment les aspects très concrets de la classe. Ça va, tu nous entends ou pas? Tu es de retour? Non, tu ne nous entends pas? Toujours pas? Ah, il y a un souci de son de son côté. Donc, c'est pas grave. On va l'inviter à répondre sur le chat. Voilà, on va voir ça tout de suite. Mais donc, du coup, en attendant, si on va essayer de la retrouver à la fin du webinaire pour lui poser quelques questions. En attendant, je vais vous passer un petit témoignage. Et avant d'aller en Espagne, on va vous passer un petit témoignage du Maroc.
Alors, est-ce que je retrouve ça? Voilà, le témoignage du Maroc qui, eux aussi, donc, ont fait le pari des petites capsules vidéo. Et donc, c'est Joanne Keffen qui est la coordinatrice des cours au Maroc qui va nous en parler tout de suite. Bonjour, je m'appelle Joanne Teffen, je suis coordinatrice nationale des cours de langue à l'Institut français du Maroc. L'Institut français du Maroc, c'est 12 antennes réparties sur l'ensemble du territoire et l'Alliance française de Safi. Au moment de l'annonce du confinement, comme pour vous tous, j'imagine, il a fallu être extrêmement réactif et trouver des solutions qui permettent de conserver le lien avec nos apprenants. L'Institut français du Maroc compte à peu près 60 000 apprenants différents à l'année, dont une majorité d'enfants. La question se posait donc d'avoir une réponse de type réseau, uniforme, univoque, qui permette à chacun de s'impliquer et de pouvoir continuer donc à communiquer de manière virtuelle avec nos apprenants. Salut Samia, ça va bien? Et toi? Alors prête pour demain? Les équipes de coordinateurs, responsables cours de langue et enseignants ont été juste formidables, extrêmement réactifs, extrêmement impliqués. Et on a découvert en chacun de nous des capacités de réalisation et d'acteurs même. C'est devenu presque un jeu et ça a complètement décomplexé le fait de pouvoir utiliser la vidéo, alors qu'auparavant, on se disait que faire une vidéo pour les cours de langue, il fallait un professionnel, il fallait des tas de contraintes qui faisaient que finalement, cela prenait beaucoup plus de temps. Tu n'aimes pas? Je n'aime pas du tout. Ce pantalon, je déteste ce pantalon. Aujourd'hui, les vidéos pour les enfants comptent parmi les rendez-vous cours de langue que nous organisons chaque semaine, avec des vidéos pour adultes et des vidéos pour enfants. Les retours sont extrêmement positifs et nous ont même surpris positivement. On a énormément de partages, on a énormément de commentaires et on voit qu'on a pu trouver notre public et peut-être trouver un nouveau public qui du coup découvre comment on enseigne à l'Institut français. Parce que ça aussi c'est un point important, la vidéo a permis d'ouvrir les salles de classe. Les parents généralement restent à la porte comme souvent dans les centres de langue ou les écoles. Et là, on ouvre les salles de classe, les parents participent et voient comment on enseigne. Donc ça, je crois que c'est très important. Vous connaissez le jeu de quel temps fait-il? Je vais vous montrer. Il y a du soleil. On a aussi démystifié complètement l'acte de vidéo, parce qu'en se décomplexant, on se dit que on est capable de faire et on fait bien. Donc ça a permis de démystifier tout cet aspect technique qui pouvait être a priori complexe. Les vidéos sont toutes différentes. On a pu peu à peu construire une sorte de vadémécum qui permet de voir quelles sont les vidéos qui sont les plus performantes. Certains collègues utilisent Poutoun, d'autres se montrent et jouent les acteurs, mais chacune rencontre son public et ça montre aussi la diversité et nos capacités différentes d'enseignement. Maintenant, c'est à toi de deviner. Il y a du soleil. Oui, très bien. Aujourd'hui, on sait que ces rendez-vous langue au niveau des vidéos vont pouvoir perdurer, même après le confinement. On sait que les personnes qui se sont investies sur ces vidéos ont extrêmement envie de continuer, et nous aussi, parce qu'on sait que c'est maintenant un média qui va nous accompagner dans l'enseignement auprès des enfants. On va construire peu à peu notre référentiel de comment bien faire une vidéo pour enfants et pouvoir continuer comme cela notre activité. Merci à tous. Voilà donc pour le témoignage de notre collègue au Maroc. Donc encore une fois, vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur notre playlist spéciale sur notre chaîne YouTube de l'Institut français et du pôle langue française. Voilà. Alors, est-ce que Neige nous entend ou pas? Toujours pas. Non, elle ne nous entend pas, mais elle nous répond rapidement. Donc, elle va pouvoir
Voilà, elle répond pour vous envoyer le lien. Donc, je pense qu'on va pouvoir malheureusement essayer de retrouver Neige à la fin du webinaire. Mais en attendant, on a notre chère collègue Sarah Moreau en Espagne. Est-ce que ça marche chez toi, Sarah? J'espère, est-ce que vous m'entendez? Oups. Oui, on t'entend, voilà, on te voit. C'est magnifique. Oui, ok, Parfait. bon, Ça super, fonctionne en parfait. Espagne. Ok. Donc, Génial, oui, ça je fonctionne. te laisse parler de tout ce que vous faites chez vous. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur le jeu de loi hein, que vous proposez. Et puis, de toute façon, il y a pas mal de questions, je pense, qui étaient adressées à Neige qui pourront aussi, auxquelles tu pourras peut-être répondre. Je te laisse et on en parlera tout à l'heure à la fin de ta présentation. Voilà. À tout à D'accord, l'heure. ça marche. Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité à participer à ce webinaire pour partager mon expérience de l'enseignement à distance auprès d'un public de très jeunes apprenants. Alors, je m'appelle Sarah Moreau et je suis professeure à l'Institut français de Madrid et j'enseigne auprès d'enfants, d'adolescents et d'adultes. Et je suis également professeure tutrice dans le dispositif Mon cours en ligne de l'Institut français d'Espagne, qui est un projet d'enseignement-apprentissage à distance qui existait déjà avant le confinement. Alors, je vais juste vous partager mon PowerPoint. Ok, parfait. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai adapté mon enseignement au jeune public à une classe virtuelle, un cours en ligne. À travers cette intervention, donc qui sera d'environ 20 minutes, je vais d'abord vous expliquer quel est le format et quelles sont les modalités des cours enfants à l'Institut français de Madrid en temps normal, quand il n'y a pas de pandémie. Et ensuite, je vais vous expliquer ce qui a changé, comment on a aménagé ces cours pour pouvoir continuer notre activité à distance. Ensuite, j'aimerais comparer le plan d'une séance type en classe présentielle avec le plan d'une séance à distance et vous expliquer quelles activités j'ai décidé de garder et comment je les ai adaptées. Après, je vais vous expliquer donc les activités que j'utilise, les outils pendant mes séances en ligne avec les enfants. Et pour terminer aussi, je vais vous donner un exemple d'activité supplémentaire et complémentaire à la classe virtuelle que les enfants peuvent faire à la maison et vous donner mes impressions sur cette nouvelle manière d'enseigner. Alors, à l'Institut français de Madrid, nous avons un public très varié et aujourd'hui, je vais me concentrer sur les enfants qui ont entre 4 et 6 ans. Et donc, c'est un groupe d'âge qu'on va répartir en différents niveaux. Nous avons le niveau 1, 2 et 3 et le niveau francophone. Et aujourd'hui, pour cette intervention, je vais me concentrer sur le niveau 1 qui correspond aux enfants qui ont eu peu d'exposition en français. Donc, c'est leur première inscription à l'Institut. Ce sont des débutants. Normalement, dans une classe en présentiel, nous accueillons 6 à 12 élèves par classe et la durée d'une classe est de 2 heures. Et nous avons également une petite pause de 15 minutes au milieu. Et notre objectif, à travers ces classes qui s'adressent donc aux très jeunes enfants débutants, c'est d'offrir un premier contact ludique avec le français et on espère créer un lien affectif avec la langue pour qu'ils veulent continuer à apprendre le français. Alors, comme beaucoup d'entre vous, je suppose, notre activité elle a été un peu bouleversée. Depuis le 11 mars, on ne pouvait plus faire cours normalement en présentiel. Et donc, on est passé à l'enseignement à distance.
Donc, qu'est-ce qui a changé? Nous avons décidé, pour une meilleure gestion de classe, de diviser la classe en 2 groupes. Donc, nous avons 6 élèves maximum par classe virtuelle. Donc, c'est plus facile pour gérer le groupe et aussi pour pouvoir donner la parole à tous les enfants. Nous sommes passés d'une durée de 2 heures à une durée de 20-25 minutes par classe par semaine. Donc, pour compenser cette perte, plus ou moins, on prépare des activités complémentaires et supplémentaires que les enfants peuvent faire pendant la semaine avant la prochaine classe. Et bon, évidemment, notre objectif, c'est de maintenir le contact avec le français. Et nous utilisons avec les enfants la plateforme Zoom également. Et les parents peuvent assister à la classe. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé avec ce groupe d'âge parce qu'ils peuvent se dissiper plus facilement. Donc voilà les changements qu'il y a eu. Alors maintenant, je vais vous montrer le plan d'une séance type de 2 heures à l'Institut en temps normal, c'est-à-dire une classe en présentiel. Et je vais vous expliquer quelles activités, quelles étapes j'ai conservées pendant une classe virtuelle. Donc, dans une séance type, on commence par l'accueil, ensuite les rituels, l'introduction du nouveau thème, l'apprentissage et la mémorisation du nouveau lexique, et enfin la découverte d'une histoire ou d'une chanson dans laquelle le vocabulaire va prendre tout son sens. Ensuite, nous avons une pause de 15 minutes. Et après la pause, on a généralement une activité de retour au calme et on termine par une activité manuelle pour que les enfants aient un souvenir de la classe. Et pour varier aussi les activités. Alors, c'est une séance type, mais évidemment, cette séance, elle varie selon vos objectifs de séance. Ça, c'est plutôt la première séance d'une nouvelle séquence, je dirais. Alors, ce qui est positif, c'est que même si on est passé à des classes virtuelles, on peut conserver la majorité des activités. Donc, j'ai conservé l'accueil, les rituels, l'accroche, l'apprentissage et la mémorisation du nouveau lexique, et enfin l'apprentissage ou la découverte d'une chanson, d'une histoire ou d'un petit dessin animé. Évidemment, compte tenu de la durée de notre classe qui est de 20 à 25 minutes, c'est impossible de faire toutes ces étapes, mais voilà, encore une fois, ça dépend de l'objectif de votre séance. Et donc, vous pouvez choisir les activités qui sont le plus adaptées à votre séance. Mais j'ai quand même conservé dans chaque classe 3 éléments. C'est l'accueil, les rituels de début de classe et aussi les rituels de fin de classe. Donc, c'est les 3 choses que j'aurai toujours dans chaque séance virtuelle. Et les autres activités, ça dépendra de mes objectifs. Alors, maintenant, je vais expliquer chaque activité ou chaque étape de séance et comment je l'ai adaptée à cette nouvelle modalité virtuelle. Donc, normalement, l'accueil dans une classe en présentiel, c'était le moment de transition rassurant entre le moment où les parents laissent leur enfant dans la classe et le début de la séance. Donc, pour moi, ça a un petit peu changé. Maintenant, l'accueil, c'est le moment où je vais saluer chaque enfant. Je vais saluer les parents qui sont là aussi. Et je vais surtout m'assurer que mon micro fonctionne, que ma caméra fonctionne, que la caméra et le micro des enfants fonctionnent, qu'ils peuvent se voir, me voir leurs camarades. Donc voilà, m'assurer que tout fonctionne. Attendre les retardataires aussi, mais honnêtement, les élèves sont généralement à l'heure. Et aussi, j'aime bien vérifier leur position, être sûr qu'ils sont bien assis, qu'ils sont installés confortablement et qu'ils sont prêts à commencer la classe de français. Donc, c'est très court, c'est peut-être 2 ou 3 minutes, pas plus.
Après l'accueil, je passe au rituel. Pour moi, c'était très important de conserver les rituels dans mes séances parce que mes élèves sont très habitués aux rituels parce que nous avions commencé l'année en septembre à Madrid. Donc, on avait eu le temps de les travailler pendant 6 mois et ils les connaissent bien et ils apprécient beaucoup ce moment d'interaction. Donc, les conserver dans ma séance en ligne, ça m'a permis finalement de leur donner un repère pour qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils prennent la parole plus facilement. Ces rituels aussi, ça me permet de revoir le vocabulaire qui a été travaillé pendant l'année. Donc, je peux rebrasser tout ce vocabulaire. Et aussi, comme c'est une étape qui est très interactive, les enfants ont vraiment envie de participer. Donc, ça me permet de revoir les règles de vie avec eux. C'est-à-dire être attentif, être bien assis, lever la main, respecter la parole de leurs camarades. Donc, cette étape, elle est très importante pour moi pour maintenir une bonne, on va dire, une classe dans la tranquillité. Dans mes rituels, j'ai trois éléments. Donc, la chanson pour se dire bonjour, l'humeur du jour et la météo. Et je vais vous expliquer comment j'ai rendu cette activité ludique, même en étant derrière un écran. Donc pour moi, le matériel est très important parce que c'est ce qui va me permettre d'avoir une classe interactive, ludique et de maintenir l'intérêt des élèves. Donc je vais vous présenter ma boîte à outils. J'ai un micro que j'ai fabriqué, dessiné, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Tout mon matériel est resté à l'Institut, parce qu'à Madrid, on ne peut pas sortir. Donc, tout est resté à l'Institut, malheureusement. Et j'ai dû refabriquer du matériel, mais franchement, ça vaut le coup parce que c'est beaucoup plus interactif comme ça. Donc, j'ai un micro. J'ai des cartes images avec différentes émotions. J'ai des pinces à linge que je n'ai pas avec moi, mais tout le monde a des pinces à linge à la maison, donc très important pour les rituels. Et enfin, j'ai la roue de la météo, un petit peu simplifiée. Alors, comment je vais utiliser ces différents outils? Alors, le micro, en fait, je l'ai créé pour inciter les enfants à participer et à chanter parce que derrière un écran, ils peuvent être un peu moins réceptifs ou alors un peu plus timides à côté des parents et pour me sentir moins seule pendant la chanson du début. Donc, en fait, je vais commencer par tester, vérifier, m'assurer que le micro fonctionne bien. Donc, je fais 1, 2, 1, 2 et j'essaie de vérifier qu'il fonctionne bien et je vais demander à un enfant de vérifier que le micro fonctionne, peut-être de fredonner un air. Et généralement, ils aiment bien, ça les fait rire et donc ça les encourage à chanter la chanson. Et pour moi, la chanson, elle est importante, la chanson pour se dire bonjour, parce que ça permet d'unir la classe et aussi les enfants se rendent compte qu'ils sont dans la classe de français parce que des fois, je commence et ils me disent « hello » ou ils sont un peu perdus. Donc, au moins, ça me permet avec cette chanson d'unir la classe et qu'ils réalisent qu'ils sont en classe de français, vu que c'est une fois par semaine. Donc, une fois qu'on a chanté la chanson pour se dire bonjour, je vais passer à l'humeur du jour. Donc, je vais demander à chaque enfant de me dire comment ça va. Et donc, l'enfant va me répondre, par exemple, je suis content, et je vais montrer la carte image qui correspond à sa réponse, et je vais mettre une pince à linge sur la carte image. Et donc, ça permet en fait de matérialiser ou de symboliser la réponse de l'enfant. Et finalement, ça donne un intérêt. Si l'enfant il voit qu'on réagit face à sa réponse, qu'il y a une conséquence, il aura plus envie de participer, je pense. Et donc ça, c'est quelque chose qu'ils aiment bien et que je fais systématiquement. Et une fois que chaque enfant a exprimé son humeur ou ses émotions,
je passe à la météo. Alors, j'ai conservé le rituel de la météo. Quel temps fait-il? Parce que ça me permet de demander à un ou deux enfants de se lever, d'aller voir par la fenêtre quel temps fait-il ou de sentir la température. Et donc, ça me permet de les faire bouger. Et donc, c'est pour ça que j'ai conservé ce rituel et généralement, ils aiment beaucoup. Donc, voilà, pour moi, c'est très important d'avoir du matériel. Et même si c'est une classe virtuelle, je trouve que c'est important d'avoir des choses à manipuler parce que même si les enfants ne peuvent pas les toucher, eh bien, il y a quand même cette sensation de manipulation et c'est interactif et c'est ludique. Donc, ça permet de maintenir leur attention et de pratiquer le vocabulaire, évidemment. Donc, voilà. Ça, c'est pour les rituels et ça dure peut-être 5 minutes parce qu'ils sont 6 élèves. Après les rituels, donc, comme je vous l'ai dit, là, je vais expliquer un peu chaque activité que je fais, mais je ne fais pas toutes les activités dans toutes les séances. L'accueil et les rituels, oui, mais l'étape suivante, pas nécessairement. L'étape suivante, c'est l'accroche. Donc, c'est le moment où je vais introduire un nouveau thème ou le nouveau lexique de la séquence. Parce que généralement, on va passer plusieurs séances sur le même thème. On va exploiter, par exemple, un livre pendant plusieurs séances. Donc, c'est une étape très importante pour moi parce que les enfants, ils adorent le mystère. Et donc, je pense que c'est super important de prendre le temps de préparer une mise en scène pour capter leur attention et vraiment les intéresser. Donc, j'ai plusieurs options pour ça. Alors, comme donc les autres alliances, on utilise une mascotte, mais je suis très triste parce que ma mascotte est restée enfermée à l'Institut. Donc, c'est pas grave, j'ai pris une chaussette, je pense que tout le monde en a, et j'ai collé des yeux. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut approcher la mascotte suffisamment de la caméra pour nous disparaître. Et donc, on peut la faire parler comme un ventriloque. Donc, ça, c'est super chouette pour préparer des petits jeux de rôle pour introduire le thème ou peut-être l'énoncer. Ensuite, j'ai une boîte magique. Je vais vous montrer. J'ai une boîte magique. Donc, dans cette boîte, je peux cacher les cartes images ou les objets, par exemple, des objets ou autres. Et donc, en fait, cette boîte magique, on l'utilisait déjà en classe, en présentiel. Et pour que ce soit plus interactif, il y a une formule magique pour l'ouvrir. Donc, bon, ma formule n'est pas très originale, mais c'est 1, 2, 3, ouvre-toi. Et donc, bon, elle peut s'ouvrir. Et normalement, l'enfant, il va prendre l'objet qui est à l'intérieur. Et en fait, j'ai gardé cette activité. Et les enfants, naturellement, ils font dans l'air 1, 2, 3, ouvre-toi. Donc, on peut conserver cet outil, même si c'est à travers un écran. Et donc, à l'intérieur, généralement, je cache voilà, les objets ou les cartes images qui correspondent au thème ou au lexique qu'on va aborder. Et enfin, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut mettre un arrière-plan sur Zoom. Et ça, c'est quand même super chouette parce que même en temps de confinement, on peut voyager. Et donc, par exemple, si on va étudier les fruits et les légumes, on peut se téléporter dans un marché. Ou si on étudie les animaux, on peut aller dans une ferme, etc. Bon, donc, vous avez cette option aussi pour que ça soit plus ludique et plus magique, entre guillemets, avec les petits. Et donc, ça, ce serait pour l'accroche. Donc, c'est une activité que je fais généralement pendant la séance 1 d'une séquence. Donc, ensuite, si on aborde un nouveau thème et du nouveau vocabulaire, on va passer par l'apprentissage du nouveau lexique. Bon, moi, je fais généralement 4 à 5 mots nouveaux à la fois et j'utilise des cartes images ou alors des objets. Si on voit les vêtements, ben, je vais pouvoir utiliser mes vêtements. Si on voit les fruits, je vais pouvoir me servir dans le frigidaire.
Donc, voilà des cartes images ou des objets. Et c'est une étape qui, même, encore une fois, si on est en classe virtuelle, c'est une étape qui doit être multisensorielle. Donc, on va vraiment intervenir sur les 3 canaux, c'est-à-dire l'auditif, le visuel et kinesthésique. Et donc, moi, généralement, je vais commencer par écouter et regarder. Ensuite, écouter et mimer. Donc là, je vais introduire un geste pour représenter l'objet ou l'action. Et enfin, écouter et répéter et avoir une phase de répétition collective puis individuelle, bon, comme dans une classe en présentiel. Et bon, c'est pas forcément l'étape la plus ludique et l'étape préférée des enfants, mais elle est quand même très importante pour mémoriser le vocabulaire. Et puis, vous pouvez quand même faire bouger les enfants. Donc, voilà. Et évidemment, vous n'allez pas faire cette étape à chaque séance, mais une fois dans la séquence. Alors, ensuite, je passe à la mémorisation du nouveau lexique ou au rebrassage de ce lexique. Je vais commencer par des activités de réception, puis des activités de production. Et mes conseils, c'est de choisir des activités courtes, de changer souvent d'activité et d'augmenter la difficulté au fur et à mesure pour que les élèves soient toujours intéressés. Et je vais vous montrer des activités qui fonctionnent en ligne. Alors, pour les exemples d'activités de réception, j'en ai pas beaucoup. Si jamais vous avez d'autres suggestions, je suis preneuse. Mais bon, on a le classique Jacadie, où on dit les mots de vocabulaire et les enfants doivent le mimer. Et après, ce que je fais comme activité, alors elle s'appelle Stop, et on a aussi l'activité Montrer du doigt, c'est la même chose. En fait, je vais dire un mot. Par exemple, je vais dire triste. Triste. Et je vais montrer les images une par une. Et quand les enfants vont voir la flashcard triste, ils doivent dire stop. Donc voilà. Et sinon, on peut faire la version montrer du doigt quand ils voient la carte image qui correspond. Pour les activités de production, alors là, celle que j'utilise qui fonctionne bien à distance, c'est l'activité flash. Vous faites passer la carte très vite devant la caméra. Bon, pas trop vite non plus, mais voilà. Et les enfants doivent être très attentifs pour reconnaître l'image. Donc ça, c'est une option et ils aiment bien. Après, j'ai l'activité doucement, doucement, où là, c'est un peu le contraire. On va remonter la flashcard tout doucement devant la caméra. Et le premier enfant à reconnaître l'image ou deviner le mot a gagné. Donc, vous avez cette activité-là. Ensuite, l'autre activité, c'est donc qu'est-ce qu'il manque? C'est celle où vous mettez toutes les images, vous demandez aux enfants de fermer les yeux, vous retirez une image et ils doivent vous dire quelle est l'image manquante. Alors là, c'est un peu plus de travail parce qu'il faut accrocher une corde. Donc moi, personnellement, j'ai trouvé ça, une corde, et je l'accroche à 2 chaises avec des pinces à linge et mes cartes images, suffisamment proches de la caméra pour que les enfants puissent les voir. Et voilà, et ils aiment bien parce qu'ils doivent fermer les yeux, les ouvrir et deviner. Et c'est un petit peu compétitif, donc ils aiment bien. Et en dernière chose, oui, alors c'est le Pictionary. Donc, comme ça a été mentionné avant, on peut partager un tableau blanc et on peut dessiner. Donc, généralement, c'est moi qui dessine et les enfants devinent. Donc ça, ce sont les 4 activités de production que j'utilise pour rebrasser le vocabulaire appris. Alors, je vois que ça fait déjà pas mal de temps que je parle. Donc, ensuite, donc, j'avais inclus la découverte d'une histoire et l'apprentissage d'une chanson, mais je ne vais pas trop m'attarder parce que finalement, c'est un peu comme dans une classe en présentiel. Mais le seul souci que j'ai, c'est que quand je partage mon écran pour montrer par exemple les pages d'un livre ou les illustrations,
je perds le contact avec mes élèves. Donc, c'est un peu embêtant parce que je ne vois pas qui veut participer. Donc ça, c'est le seul petit point négatif. Mais évidemment, quand je travaille une histoire, l'objectif, c'est vraiment de les faire participer, qu'ils reconnaissent le vocabulaire, qu'ils répètent le dialogue, etc. Donc, voilà. Ok, bon, donc là, je vous ai expliqué en gros les activités que j'utilise pendant ma classe et qui fonctionnent bien dans une classe virtuelle. Et comme je vous l'ai expliqué, nous sommes passés à l'Institut de Madrid d'une classe de 2 heures à une classe de 25 minutes. Donc, il fallait un petit peu compenser. Et donc, ce qu'on propose, c'est des activités supplémentaires et complémentaires à réaliser à la maison. Donc ici, je vous ai mis des exemples. Moi, j'utilise l'application Keynote sur mon iPad. C'est un peu comme PowerPoint. Et en fait, c'est super parce que je peux inclure des vidéos. Je peux inclure aussi des liens à des pages web avec des activités que j'ai préparées. Et aussi, je peux enregistrer des audios sur chaque diapositive. Donc, je peux parler pour expliquer chaque activité ou chaque diapositive. Et donc ici, dans cet exemple, c'était la météo. Donc, j'ai fait une petite vidéo pour introduire le thème et dire bonjour aux enfants. Ensuite, j'ai mis le lien de la chanson sur l'image qui est sur la diapositive 2 pour que les enfants puissent réécouter la chanson de la météo. Et ensuite, j'ai préparé une vidéo où je revois le vocabulaire avec eux parce qu'effectivement, ce groupe d'enfants, leurs parents, souvent, ils ne parlent pas français. Donc, pour pouvoir réviser le vocabulaire, j'utilise de nouveau les cartes d'images et les gestes pour revoir le vocabulaire avec eux. Et ensuite, quelque chose qui est vraiment super pour vérifier que les enfants ont bien mémorisé le vocabulaire et pour qu'ils puissent un petit peu manipuler ce langage, il y a un site qui s'appelle Learning App. Donc, j'ai une diapositive où je vous ai mis les ressources que j'utilise. Ça s'appelle Learning App et c'est vraiment super parce que vous pouvez créer très facilement des petites applications, des jeux interactifs. Donc, par exemple, moi, j'ai créé un memory et j'ai créé aussi une autre activité où ils doivent écouter le mot et l'associer à l'image. Et ça, c'est très facile à faire. Et surtout, sur ce site, vous avez déjà des applications qui sont toutes prêtes et que vous pouvez utiliser. Il y a une rubrique FLE, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Et après, généralement, j'ai un petit enregistrement à la fin pour leur dire au revoir et bravo. Et ce que je n'ai pas inclus sur cette classe à la maison, c'est une activité manuelle, mais généralement, j'essaie d'inclure une activité manuelle très simple qui nécessite très peu de matériel pour qu'ils puissent avoir un souvenir de la classe à la maison. Donc ça, c'est un type de classe à la maison que j'envoie à mes parents et à mes élèves. Et maintenant, je vais donc vous faire un retour d'expérience. Pour être complètement honnête, j'appréhendais beaucoup d'enseigner à des enfants de 4 à 6 ans en ligne. Ça me paraissait très, très compliqué, surtout en fait auprès d'un public complètement débutant et très peu exposé au français. Mais au final, je peux le dire, c'est plus de peur que de mal parce que ça se passe vraiment très bien. Comme je vous l'ai montré, la majorité des activités qu'on fait en classe, on peut les adapter dans une classe à distance. Et les enfants, honnêtement, ils sont très contents de se retrouver parce que voilà, on est tous un peu isolés, donc ils sont contents de se voir, de se faire coucou, etc. Et quelque chose qui est très positif, je trouve que c'est un avantage, c'est qu'avant, les enfants, ils pratiquaient le français 1 fois par semaine, bon, en tout cas à l'Institut de Madrid, et donc 1 fois 2 heures. Et maintenant, grâce aux activités qu'on envoie supplémentaires, ils peuvent pratiquer un peu tous les jours le français. Donc ça, c'est quand même super. Et aussi, un autre point positif, c'est que les parents sont plus investis parce que donc ils assistent à la classe, mais aussi évidemment, c'est eux qui vont aider les enfants après à la maison à réaliser les activités supplémentaires.
Donc ça, je pense que c'est quand même un avantage d'avoir ce contact avec les parents. Les difficultés, parce qu'il y a quand même des difficultés. Je trouve que les enfants sont plus dissipés quand même, malgré les activités, parce qu'ils sont dans leur chambre ou dans le salon, il y a du passage, les frères et sœurs, etc. Donc, parfois, ils sont un peu plus dissipés. C'est pour ça que je recommandais quand même la présence des parents. Aussi, je trouve qu'ils se lassent plus facilement des activités. Donc, c'est pour ça que je conseillais de prévoir plein d'activités, qu'elles soient courtes et qu'elles soient un peu difficiles aussi parfois. Et alors, autre chose aussi qu'on a remarqué avec des collègues, c'est que parfois les enfants à côté de leurs parents, ils sont plus timides, ils ont peur de participer ou de se tromper. Donc ça, c'est un peu embêtant. Donc peut-être qu'au bout de quelques classes, ça ira mieux. Et aussi, il y a des parents qui veulent participer dans la classe. Donc ça, c'est un autre cas de figure, mais on en a eu. Donc ça, c'est autre chose. Mais bon, gentiment, il faut leur expliquer que non, ils sont là pour accompagner l'enfant, mais pas vraiment pour participer à la place de leur enfant. Et pour moi, ça demande plus de préparation parce que voilà, il faut préparer beaucoup d'activités, beaucoup de matériel et aussi il faut préparer des activités supplémentaires et qu'elles soient interactives. Donc ça demande quand même beaucoup de préparation. Donc voilà, et j'ai terminé, mais juste ici sur la dernière diapositive, je vous ai mis, alors j'utilise pas, il y a énormément de ressources disponibles, mais c'est vrai que j'en utilise pas énormément. Mais donc je vous avais parlé d'applications que vous pouvez créer pour faire des petits jeux à la maison, et c'est learningapp.org, celle qui est écrite, et aussi Educandy. Donc voilà, je vous les recommande, et moi j'utilise Keynote pour préparer mes présentations interactives. Voilà, merci beaucoup. Super, vraiment, merci beaucoup Sarah pour cette super présentation. Ah bah non, c'était hyper intéressant. Moi, ça me donne presque envie de prendre des cours, là, ça y est, hein, pour enfants. Petit micro et tout, c'est sympa. Hein. Alors, est-ce qu'on va pouvoir faire peut-être, comme on a un peu dépassé, bon, comme chaque fois, hein, je suis désolé, il faut qu'on mette 1h30 et plus 1h15. Je crois que maintenant, c'est comme ça. Mais je crois que Neige a de nouveau accès au son et je crois qu'elle peut être parmi nous, normalement. Est-ce que tu es là, Neige, qu'on puisse vous poser juste deux, trois petites questions là, qui nous sont remontées, parce que j'ai vu que donc, quand même pas mal d'entre vous avaient pu déjà répondre sur le chat ou dans l'onglet questions. Neige est là ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, on avait pour toi déjà, Sarah, une question sur le manuel que tu utilises avec les petits. Alors, très bonne question. Avec les petits de 4 à 6 ans en première année, on n'utilise pas de manuel. En fait, on a une série de thèmes qu'on doit voir et on peut utiliser des albums jeunesse, des chansons ou des petites comptines, des dessins animés, mais on n'a pas de manuel. Par contre, à partir du niveau 2 et 3, donc de la 2e et 3e année, on utilise les loustiques aussi, les petits loustiques. Les petits loustiques, d'accord. Et toi, Neige, du coup, vous utilisez quel manuel? Oui, vous m'entendez? Oui, c'est magnifique. Oui. Très bien. Alors, en fait, pour les 3-6 ans, on utilise les petits loustiques. Aussi, d'accord. Et pour les enfants, à partir de 7 ans, les loustiques. D'accord. Alors aussi, une autre question sur à partir de quel âge est-ce que pour vous, vous considérez qu'on peut avoir les enfants en visio? Nous, on le fait à partir de 7 ans. D'accord. Et nous, à partir de 4 ans. À partir de 4 ans, mais avec les parents, du coup, qui sont présents. Voilà, exactement. Et ça fonctionne. Oui. Très bien. Et justement, pour rebondir sur cette question sur les parents, est-ce que, avec tous les documents que vous envoyez, surtout donc après la classe, l'utilisation de la plateforme Edmodo, etc., pour le suivi, est-ce que les parents sont capables, au niveau linguistique, de gérer les documents, d'aider leurs enfants, ou est-ce que ça vous demande quand même aussi un accompagnement particulier? Oui. Alors, nous, on va
on va accompagner, hein, quand il y a un souci, les parents nous préviennent sur le groupe WhatsApp et là, on les accompagne, on les aide parce qu'on est bien conscient qu'il y a beaucoup de choses qui sont en français. Donc, les parents n'ont pas forcément le niveau linguistique pour les accompagner. C'est ça. Oui, moi j'ai un peu le même cas de figure. Donc en fait, quand je prépare une présentation, que je leur envoie, j'ai tout un email en espagnol où j'explique chaque diapositive et chaque activité et je remets le lien. Si jamais il y a un petit problème, s'il ne fonctionne pas sur la diapositive, je le remets et général, si jamais il y a un souci. D'accord. Et qu'est-ce que j'avais encore comme petite question? Pour l'évaluation, du coup, comment vous y prenez? Est-ce que vous avez une évaluation particulière pour les enfants par rapport à l'enseignement à distance? Est-ce que tu as des outils que tu conseillerais? Alors, nous, avec les tout petits, les 4-6 ans, on n'a pas d'évaluation. Donc, là, je ne peux pas trop donner d'implémente parce qu'il y a plein de choses à l'Institut qu'on utilise. Mais comme moi, je suis surtout avec les petits, je ne peux pas trop donner. On ne les évalue pas trop. D'accord. Et toi, Neige, du coup, pour les… Alors, nous, on vient de commencer donc les cours, hein, comme je vous ai dit, on a commencé en mars, donc c'est un peu tôt. Mais pour des évaluations pour les tout petits, pour le moment, on n'a pas ça, mais pour les enfants et adolescents, si ça continue, ce confinement, ce qui risque d'être long ici, on va certainement faire des évaluations avec, par exemple, pour tout ce qui est production écrite ou comment on appelle ça, des compréhensions d'oral, des choses comme ça, on peut le faire à partir d'Edmodo. C'est-à-dire, je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut donc assigner une tâche, c'est-à-dire un devoir, et on peut aussi mettre une note, mettre des commentaires, on n'est pas obligé de noter, on peut d'ailleurs simplement mettre des commentaires, et le prof reçoit tout ça. Donc ça, c'est pas mal. Et pour tout ce qui serait de l'oral, on en a déjà parlé avec nos professeurs. Ce qu'on fait, c'est en fait, on va leur dire que dans telle semaine, vous allez être évalués et sur des activités à un moment donné, le professeur va vous interroger et vous aurez, en fonction de vos réponses, on va vous évaluer. Mais évidemment, c'est des choses qu'ils ont déjà vues. Ce n'est jamais sur des nouveautés et on donne la possibilité que ce soit, c'est pas sur un seul type d'exercice. Ça peut être fait à plusieurs pour avoir une évaluation si on en a besoin, et notamment les collèges nous demandent des évaluations. Donc ça, c'est un petit peu l'option qu'on a trouvée, sachant que tout se fait donc à distance. D'accord. Et juste peut-être une dernière question, parce que j'aimerais bien quand même montrer un peu ce que propose là, l'Alliance française de Hong Kong, parce que c'est carrément un niveau quasi professionnel, ce qu'ils font au niveau des vidéos. Mais juste une toute petite question sur la durée, parce que donc toi, Sarah, tu parlais de la réduction du temps. Donc j'imagine que c'est pour des questions d'exposition aux écrans et de durée d'attention que c'est passé à 25 minutes. Exactement. C'est ça, hein. Mais du coup, est-ce que vous conseilleriez quand même une durée, alors en fonction des âges des publics, des jeunes publics, évidemment, mais est-ce qu'il y a une durée idéale peut-être pour que ce soit des tout petits, des enfants de 7 à 12 ou les adolescents? Par exemple, à l'Institut français de Madrid, pour les 4-6 ans, on a fixé 20-25 minutes comme durée. Et ensuite, pour les enfants de 7 à 9 ans, on fait 45 minutes. D'accord. Et pour ceux de 9 à 12 ans, 1 heure. Et après, les adolescents, on a différentes formules. Quand c'est une classe de 1h30, on fait 45 minutes en classe virtuelle et 45 minutes de travail en autonomie. On corrige après. Et pour les classes de 3 heures, on fait 1h30 en vidéo, en classe virtuelle, et ensuite 1h30 de travail en autonomie. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on fait à l'Institut de Madrid. Ouais. Et chez vous, à Cochabamba?
Oui, donc pour les capsules vidéo, c'est 25-30 minutes maximum et avec des mini-séquences de 4 à 8 minutes, hein, justement parce que ça permet aux parents, comme c'est du différé, de mettre peut-être qu'une seule mini-séquence parce qu'effectivement, il y a ce problème d'exposition et puis de temps aussi des parents qui n'ont pas toujours pour montrer aux enfants. Pour les enfants et adolescents, pour nous, c'est un petit peu différent dans la mesure où les parents, ils ont payé des cours et ils veulent que ça dure le même temps que les classes en présentiel. Alors, on avait essayé dans un premier temps de faire une partie sur Zoom et une partie en autonomie et on a vu qu'on perdait les enfants. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse Zoom toute la durée du cours, mais à un moment donné, on leur donne des petites tâches à faire sur Edmodo en autonomie, mais le prof peut quand même avoir le contact avec ses élèves. Et ça, c'est très important. Par la vidéo, voilà. Du coup, ils les voient travailler. Par la vidéo, ouais. Oui. D'accord, d'accord. Bah, vraiment, merci beaucoup. Hein. Je pense qu'on a quand même pas mal répondu à beaucoup de questions et puis vous avez vraiment fait des présentations super. Donc, vraiment encore un grand merci pour votre disponibilité. Et puis, donc, je voulais juste voilà, montrer un peu à tout notre public la petite vidéo que nous a envoyé le Hong Kong pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec des moyens vraiment très développés. Alors, je vais essayer de retrouver ma petite vidéo si je la retrouve. Est-ce que je l'ai? Tac, tac, tac. Voilà, je l'ai retrouvée. Donc, je vous retrouve juste après. Depuis le 7 février, toutes nos classes sont fermées et l'Alliance française de Hong Kong a mis en place 3 dispositifs numériques pour nos 5 catégories d'âge d'étudiants. Nous avons les adultes, nous avons les adolescents et les enfants de 8 à 12 ans, donc avec les adolescents ça fait de 8 à 16 ans, et nous avons tout le public Kids One maternelle, donc tous les enfants de moins de 7 ans. Les 2 premiers dispositifs sont basés sur 2 outils, un outil de visioconférence et un réseau social, une plateforme dédiée pour le dépôt des ressources, les interactions, les productions écrites. Et pour le public de moins de 7 ans, pour les maternelles, l'équipe pédagogique a compris assez rapidement qu'il fallait un autre contenu, un contenu vidéo. Pour produire ces vidéos, nous avons transformé une salle normalement dédiée aux cours enfants. On l'a équipée avec une caméra, avec des micro-cravates, avec des spots additionnels et aussi avec un fond vert. On a rajouté des effets spéciaux dans les vidéos en jouant avec ce fond vert et aussi avec des effets de montage à l'ancienne. On a opté pour le modèle de la télé éducative avec des chansons, des vidéos, des sketchs et des activités pédagogiques qui s'enchaînent sans temps mort. Au fil des semaines, on a gagné en aisance et on est allé de plus en plus loin dans la conception de nos contenus pédagogiques. Et le résultat est léger, drôle et captivant, si j'ose dire. Alors dans la gestion du lab, ce qui est important, c'est de bien suivre le séquencier pour permettre des transitions fluides et aussi de gérer les micros des enfants pour permettre une interaction prof-apprenant sans tomber dans la cacophonie. Il fallait garantir l'interaction avec les enfants, que les enfants puissent échanger un maximum avec nous. On a créé des rituels avec la danse et le dessin en fin de séance. Voilà, le métier d'enseignant évolue, on acquiert de nouvelles compétences. On est maintenant acteur, monteur, réalisateur et magicien. Voilà pour Hong Kong avec ses moyens incroyables. Donc, vous pouvez bien sûr accéder sur YouTube à la chaîne de l'Alliance française de Hong Kong aussi pour accéder à toutes ces vidéos. Elles sont disponibles. Tout comme donc tous les témoignages vidéo qu'on a montrés aujourd'hui. Et ça me permet du coup de faire un petit appel auprès de notre communauté, donc IF Prof qui est encore parmi nous. C'est que si vous avez envie de faire comme le Maroc, comme Hong Kong ou comme les États-Unis, on avait montré dans un webinaire précédent des bonnes pratiques qui nous avait partagé l'Alliance française de Seattle. N'hésitez pas à nous envoyer vos petites capsules, justement, vidéo sur la présentation d'un outil, d'une solution, et comme ça, on pourra alimenter
la playlist qu'on a créée sur notre chaîne YouTube et on pourra partager tout ça avec notre communauté IF Prof et puis toute la communauté des enseignants à travers le monde qui ont vraiment besoin de soutien, d'idées en ce moment. Donc voilà, vraiment encore un grand merci à tous d'avoir pu déjà nous envoyer tout ça. Et puis on en attend donc d'autres. Donc laissez libre cours à votre créativité si vous avez un peu cette fibre créative. Voilà, donc ça me permet aussi, voilà, très bien, merci beaucoup Jérôme d'avoir partagé le lien pour nous contacter. Et du coup, on vous proposera, on continuera bien sûr à vous proposer ces webinaires, cette série. Donc la semaine prochaine, on aura notre webinaire consacré donc à la préparation de la suite. Comment mener une campagne de réinscription dans ce contexte compliqué du moment. Vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire sur notre page professionnelle entreprise là sur Livestorm. Et puis également, la semaine suivante, on va parler d'animation de communautés de professeurs à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'un établissement. Donc, si, pareil, vous avez envie de participer, de nous envoyer des témoignages, contactez-nous. Ce serait super. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez déjà vous inscrire à tous ces prochains webinaires sur notre page. Et je pense que j'ai fait le tour, du coup. Donc, vraiment un grand merci à Neige et à Sarah, encore une fois. On vous salue bien bas, on vous souhaite bon courage pour la suite et on souhaite bon courage aussi donc, à tous les professeurs qui nous ont suivis aujourd'hui, tous les responsables de structure. N'oubliez pas le petit sondage. J'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas encore répondu au sondage. Donc voilà, répondez aux petites questions, ça vous prend encore 3 secondes avant de vous déconnecter. Et puis du coup, on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Et on partagera bien sûr tous les contacts de Sarah, de Neige sur IF Prof. Donc vous pourrez aussi rentrer en contact avec elle si vous avez des questions. Voilà. Donc merci encore à vous, Neige, Sarah. À très bientôt. Bon courage à tous. Restez bien chez vous, portez des masques. Voilà, bon courage, à très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.